Et nous voici sur la partie 2 des lectures du mois de janvier. J'espère que vous avez pu voir la partie 1 juste avant, c'est pas le cas, je pense que je vais mettre un petit lien au-dessus. N'hésitez pas à y aller, y faire un tour. Et si c'est déjà le cas, vous avez dû voir un petit peu tout ce qui vous intéressait. Et on est parti pour la seconde partie qui, j'espère, va pas durer non plus des années. My Hero Academia, le tome 27. Donc ça, c'est chez Kion. Très sympa ce manga. Beaucoup de bastons, beaucoup de... Voilà, bah en plus, on voit un des meilleurs super-héros qui passe à l'action. Et ça donne des scènes vraiment très cool. Là, je vous spoil sur un truc surtout principal. C'est que, voilà, vous voyez le monsieur là, Fumikage là, et bah là, cette réaction, ça veut tout juste dire que dans le tome 28, et bah il va passer à l'action, monsieur. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Déjà parce que ça va être contre lui, qui, je le soupçonne être de la famille d'Endeavor, mais ça c'est une théorie, c'est pas un spoil ou autre chose, c'est une théorie. D'ailleurs, je crois que je suis pas la seule, je crois qu'Internet là aussi, hein, en vrai, cette théorie. Je crois que je l'ai déjà vu passer en plus, donc je crois que je suis pas du tout le seul à penser ça. Et du coup, ça a donné un combat ultra difficile parce que un mec qui maîtrise du feu contre Fumikage, qui est un mec des ténèbres, et contre Katsuki déjà il avait perdu justement à cause de ça, donc c'est à dire qu'il va devoir avoir évolué et tout. On va voir Fumikage dans une nouvelle phase de combat, je vais kiffer. En fait, le manga était vraiment très bon, hein, mais c'est vraiment le truc que j'ai retenu parce que c'est un des personnages principaux. Le manga est très cool, l'action est très cool, ça va à une vitesse grand V, il y a plein de trucs très sympas, on voit que les élèves ils ont vraiment appris sur le terrain et ils aident vraiment les super-héros professionnels à se battre et ça donne des résultats vraiment très cool. On voit vraiment plein d'héros faire plein de trucs différents et ils s'en sortent vraiment. Pour autant, je vais pas vous mentir, c'est vrai que là j'attends le tome 28 vraiment parce que ça s'annonce être vraiment très lourd pour mon perso préféré. Beastars, le tome 14, toujours chez Kion. Lui, il te retourne un petit peu celui-là. Alors c'est bien parce que début du manga, il se passe plein de choses. Je vais finir par la fin d'abord parce que c'est une bouffée d'air frais. Enfin la fin. L'autre partie du manga est une bouffée d'air frais parce que vu comment se passe la première partie du manga, c'est très lourd à digérer dans le sens, pas dans le sens triste ou quoi que ce soit, hein, juste c'est lourd parce que il y a des révélations, il y a des choses qui se passent. Genre, il va avec Haru, Legoshi va avec Haru au marché noir et demande à aller dans la boucherie lapin. Et genre, elle lui demande de l'embrasser à cet endroit-là. Genre, mais qu'est-ce qui se passe? Elle veut essayer de dominer sa peur là-dessus et tout, et elle veut vraiment faire un pas en avant avec Legoshi. C'est... ça fout en tension grave, on se demande si elle veut pas crever en fait, et c'est inquiétant. Quand Legoshi va à la rencontre de... Comment il s'appelle? Enfin le cheval, le Beastars actuel en fait, qui du coup il va le rencontrer, il fait tout pour lui faire sortir de ses gongs, ça marche pas, et en plus il s'arrache les dents, à un moment il j'en ai pas besoin, machin, enfin bref, et du coup il lui plaît, on va dire beaucoup. Par contre, et c'était flippant de ouf, genre, voilà, tiens, alors, ça c'est vraiment ça. Vos carottes sont une tuerie. Quand on apprend comment sont faites les carottes, parce qu'en fait, en tant que Beastars, on a le droit à une faveur qui ne peut pas être refusée. Voilà. Ça, je suis obligé de vous le dire parce que c'est cette révélation. Les carottes sont excellentes, hein, ok? Les carottes sont excellentes. Voilà, les carnis. Alors, juste les carnis, donc pas les herbis. Tous les carnis qui ont été vaincus ont servi comme engrais. En fait, on le voit de toute façon hein, ici. On servi comme engrais pour du coup les fameuses carottes succulentes, excellentes et adorables. C'est pas flippant. Du tout. Enfin bref, après il se promène, il se pavane. Franchement, c'est un tome qui est cool et c'est encore un tome que j'ai envie d'appeler de transition parce que ça, alors un peu moins parce que ça fait évoluer du coup la relation Beastars-Legoshi, ça fait évoluer aussi la relation Haru-Legoshi, mais un tout petit peu par parcelle. C'est pas non plus énorme comme avancée. Et ensuite, on a la seconde partie avec voilà ça lui fait du bien, il revoit ses potes et tout, et ça fait plaisir parce que ça fait du bien aussi d'avoir un petit peu de tranche de vie dans le manga, parce que c'est aussi un aspect du manga qui maîtrise très bien le mangaka. The Killer Inside, le tome 4. Waouh, je m'attendais pas à ça. Dans ce tome, j'étais tellement pas prêt. On est sur tout le tome où du coup il veut comprendre quoi la fille lui cache des trucs, elle pense qu'elle est contre lui ou pas, et en fait j'ai pas envie de rentrer trop dans le détail au cas où, parce que c'est flippant et parce que c'est quand même un gros spoil. La fille, je vais retrouver le nom, ça va être plus simple. Kyoka et lui belle Eiji. Donc Kyoka, en l'occurrence, a eu une enfance pas ouf non plus. Et du coup, elle a été foutue au placard, ses parents la kiffaient pas, l'engueulaient tout le temps. Eiji se rapproche beaucoup d'elle, va même voir sa mère, mais sa mère, du coup, adoptive, parce que du coup, ses parents sont morts. Et
je vous passe tout parce que en fait ça serait super long à expliquer, c'est très sur de l'enquête, sur de la recherche, sur de la compréhension et G veut comprendre tout ce qui arrive, donc il passe des coups de fil et tout, puis à un moment il lui dit, il est honnête, il fait je disais, est-ce qu'en fait tu préfères mon alter ego, pourquoi est-ce que t'es allé à l'hôpital, j'ai essayé de chercher des trucs sur toi, je suis désolé, machin, enfin ouais, il s'excuse, et du coup elle accepte de lui raconter des trucs, donc adopté, sa famille qui est morte, et c'est pas pour rien qu'elle s'est rapprochée d'Eiji, c'est son père qui a tué sa famille, et en fait pour elle c'est un sauveur. Donc peut-être que c'est pour ça déjà que l'alter ego lui plaît bien, pour commencer, parce que du coup potentiellement c'est peut-être lui qui a tué des gens, mais normalement non, enfin globalement peut-être pas, donc c'est vrai que c'est une partie qu'on sait pas trop. Par contre, Eiji, enfin son alter ego a bien rencontré un psychiatre. Ça c'était bon, et du coup veut essayer de se soigner. Son alter ego veut essayer de se soigner pour faire disparaître Eiji, pour avoir le contrôle 100%. Voilà, donc c'est un tome qui donne pas mal de révélations, qui donne encore plus d'interrogations, et qui de toute façon va se poursuivre sur les tomes 5 à 11, vu que ça se termine en 11 tomes. Donc j'ai hâte de voir le tome 5, ce que ça me réserve, parce que ce tome 1 il était bien. Alpi the Soul Sender, encore chez Kion. C'est un manga qui est toujours aussi sympa, toujours aussi beau, très clairement. Et là, en fait, on en apprend du coup sur les parents. Donc là, on a enfin droit au flashback sur comment est-ce que du coup l'ami là qui est actuellement avec elle en voyage a connu ses parents, donc a connu les parents de la petite personne si présente là. Ça va pas focus? Ah merci. Lui raconte tout, voilà, donc ses parents qui sont à la recherche et tout. Et en fait, on apprend que ses parents, ils veulent absolument trouver une solution aux divinités et tout pour faire en sorte que voilà que les miasmes ça disparaisse, que tout ce côté voilà très dangereux pour l'humain disparaisse, parce que ils savent que leur fille va essayer de retrouver leurs traces, et ils veulent absolument ne pas lui faire subir ça. Raté, très clairement, vu que leur fille galère, mais elle apprend quand même à ses côtés, parce qu'elle a appris des nouvelles techniques, maîtriser les ustensiles et tout sont beaucoup plus simples avec l'entraînement rude qu'elle a eu avec, donc il y a une vraie progression pour son métier déjà, dans un premier temps, ça c'est bien. On en apprend plus sur les parents, et du coup elle a enfin une piste pour essayer de les trouver. Vu que c'était des personnes qui recherchaient beaucoup d'éléments, et ce qui s'est passé, c'est qu'elle va à la plus grande bibliothèque connue, et là où il y a plus d'informations qui sont répertoriées pour essayer de voir si ses parents ont laissé des choses ou bien sont tout simplement passés. Voilà, souvent. Là, le truc, c'est que du coup, ça met en place un autre truc que du coup, je m'attendais pas non plus à voir, c'est que dedans, il y a le gérant de la bibliothèque qui du coup fait des expériences et tout. Et en fait, c'est un mec qui veut tuer les Soul Senders, ou du moins en dépiocer un pour essayer de faire un truc. On sait pas quoi. En tout cas, il a une haine envers les Soul Senders, ça c'est sûr, mais on sait vraiment pas quoi du tout. Est-ce que c'est un mec qui a du coup pu rencontrer ses parents par rapport à certaines choses? J'en sais rien, mais du coup c'est à suivre et c'est à voir avec le tome 4. En tout cas, c'est un tome qui nous met en curiosité pour la suite. Encore chez Kion avec My Broken Mariko, manga très sympa. Si vous arrivez à être empathique lors de vos lectures et que vous aimez les mangas qui peuvent vous faire ressentir des émotions fortes, tristes, enfin tout ce que vous voulez, lisez My Broken Mariko, vous allez en ressortir pas choqué, pas grandi, mais aussi essoufflé qu'elle. On va dire ça comme ça. Là, je voulais raconter du coup rapidement, mais vous êtes sur quelqu'un qui découvre que sa meilleure amie est morte, et il le découvre par la télévision, et ça a été un choc. Le premier truc, elle est rentrée chez elle essaye de comprendre, elle appelle, il n'y a pas de nouvelles. Donc déjà, on voit du coup des flashbacks de son enfance avec elle. Son père qui était ultra violent avec sa meilleure amie du coup, qui des fois ressortait tabassé et tout, enfin c'était n'importe quoi. Du coup elle était non c'est mort, je laisse pas l'urne chez ce connard. Elle y fonce, elle se prend des coups, mais elle ressort avec l'urne, elle y arrive. Et ensuite c'est... qu'est-ce qu'elle voulait faire avec moi, où est-ce qu'elle voulait aller, machin. Hop, près de la mer, à un endroit précis. Ok, go, on y va. Rien à foutre. Donc, pose un jour de congé, à fonce, et elle y va. Et le problème, c'est que, en fait, elle a pas envie de dire... vraiment pas dire au revoir. En fait, on suit quelqu'un qui juste a dit non. C'est non. Je n'accepte pas la situation. Et on entend son cri, en fait. On entend son cri du cœur, son cri de l'âme, au choix, hein, c'est vous qui voyez. Mais on la suit et toutes les larmes qu'elle coule, toutes les pensées qu'elle a, on comprend pourquoi elle les a. Et c'est très difficile parce qu'on est à côté, on est en train de lire, on a envie de la réconforter. On peut pas, c'est un bouquin, on est en train de le lire. Et c'est vraiment
c'est vraiment fort, c'est puissant et je pense que rien qu'avec ce que je vous ai dit là, ça peut vous mettre en haleine pour vous donner l'envie de vous plonger dedans. J'ai vraiment apprécié ma lecture, c'est le genre de manga qui de temps en temps fait vraiment plaisir à découvrir alors qu'on ne s'attend pas forcément à quelque chose. Moi j'ai heureusement que Kyon l'a édité sous un grand format parce que sinon je l'aurais sûrement feuilleté sans m'arrêter, et vu que je sais que Kyon fait des grands formats pour des choses qu'ils estiment vraiment très bons, c'est là où je me suis arrêté, j'ai lu derrière, j'ai fait bon ok, le dessin je le trouve assez sympa et décalé par rapport à d'autres dessins que je peux connaître. Moi j'aime bien voir des choses un peu différentes quand ça se permet des visages totalement incohérents mais en même temps qui passent très bien. J'aime bien voir ce genre de traits personnels en fait des auteurs. C'est des choses qui font toujours plaisir et là ça a pas loupé, ça a fonctionné avec moi et ouais, lisez My Broken Mariko. Ok, du coup maintenant on passe chez un nouvel éditeur, on passe chez Panini avec le tome 1 et 2 de Sido. Donc je vous en ai parlé déjà un petit peu dans mes achats news parce que il s'avère que j'avais déjà lu le tome 1 et je réitère ce que j'ai dit, à savoir ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. Très clairement, c'est un dessin qui est très réaliste et c'est de l'historique et il y a des choses, de l'historique. C'est fait de manière très historique en tout cas et c'est très dur par moment. Là par exemple vous allez avoir de la torture sur enfant, du presque viol, vous allez avoir des gosses qui vont se battre à mort. Enfin il y a beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là qui font que c'est pas des lectures à mettre entre toutes les mains. De toute façon voilà, il y a un pour public, pour lecteur averti qui est juste ici, qui hop là j'enlève mon visage, ça va être mieux pour le focus, qui du coup vous indique bien effectivement que faut quand même faire attention. Et j'aime à croire, avec la vignette vraiment minuscule en plus, ça c'est un truc qui m'horripile un peu parce que quand on commence à le feuilleter un peu, on comprend tout de suite pourquoi. Je veux dire, il y a une femme qui se fait transpercer la tête comme je l'avais dit, et puis c'est des gens qui sont torturés, qui sont mis à mort pour des sacrifices. Enfin, c'est clairement pas joie et paillettes là-dedans. Pour autant, c'est quand même un bon manga. J'ai bien kiffé le lire. Après voilà, encore une fois, c'est selon aussi ce que vous êtes prêt ou non à lire aussi. Hein, attention et au genre de prédiction que vous avez. En tout cas, si c'est des genres qui peuvent vous intéresser, effectivement, c'est plutôt bien écrit pour l'instant. C'est très bien rythmé même pour le coup. Et on a envie d'en savoir plus surtout, parce que là, c'est 2 tomes, mais c'est une mise en bouche. Alors, de mémoire, oui, il y avait 14 tomes qui étaient sortis à l'époque chez Panini, et ils n'avaient pas sorti la suite. Je sais pas pour quelle raison. Et là, ils s'engagent normalement à nous fournir vraiment toute la suite. Donc, il y a les tomes 3 et 4 qui sortent ce mois-ci en fin de mois. Et pour la suite, j'ai pas trop regardé, mais en tout cas, il y a 3 et 4 qui sortent ce mois-ci. Et en fait, ce qui se passe là, en fait, c'est que vous suivez 2 gosses qui ont perdu leur mère suite à une maladie, qui leur dit soyez forts, c'est comme ça que vous pourrez survivre dans ce monde. Donc c'est ce qu'ils s'efforcent d'essayer de faire avec le fait que ce soit des gosses quoi. Donc ils repartent avec le sabre de leur père qui lui aussi est mort ou pas d'ailleurs. Je me souviens plus s'il est mort ou pas. Je l'ai lu très rapidement ce passage là, c'est évoqué de manière vraiment très rapide avec une bulle de texte. En tout cas, il n'est pas là. Ça c'est certain. Et il reste que son arme. Habituellement quand il reste l'arme dans un hôtel et tout, même si ça n'a pas été évoqué, c'est peut-être parce que du coup il est mort et puis basta quoi. Donc après dans leur aventure et tout, ils tombent sur des brigands et puis le brigand il tue ses associés, il emmène les gosses et il leur fait croire mondes et merveilles, vous allez vous faire entraîner et tout. Il est fou dans un truc de secte. Bon, j'ai envie de l'appeler comme ça le machin parce que clairement c'est une sorte de secte. Et du coup il y en a un qui se fait torturer et l'autre qui se fait du coup à ce moment-là presque violer. Et ça c'est le tome 1. C'est engageant. Bon, le brigand je sais pas, il y a une petite pulsion genre ok, je t'ai vendu, mais pour autant je vais te donner les possibilités de te défendre. Parce que du coup, l'un des gosses, celui qui est torturé, va être offert en sacrifice contre un autre gosse qui lui sait très très bien se battre. Il a été entraîné à ça. Bon, du coup, globalement, il fait pas le poids. Et du coup, le brigand lui apprend à se battre. En tout cas, lui donne les bases, parce qu'on peut pas devenir un excellent samouraï comme ça, mais lui donne les bases pour maîtriser un sabre, pouvoir porter des coups, et le fait que le principe de base qu'on voit dans tous les films et qu'on lit dans tous les mangas, une arme, un sabre de samouraï, c'est une extension de soi. Et à partir de là, en fait, il doit faire qu'un avec lui quand il donne des coups, et c'est ça qui s'entraîne à maîtriser. Et du coup, c'est même pas, cette partie-là n'est même pas encore finalisée, et c'est ça qui fait qu'en fait, ça donne l'eau à la bouche sur la suite. Parce qu'on est sur 2 gosses qui pour l'instant sont dans une situation totalement désespérée. On leur a donné comme consigne, leur mère leur a donné comme consigne, soyez forts pour survivre dans ce monde. Qu'est-ce que ça va donner? L'un des deux est déjà très, même pas, j'ai envie de dire l'un des deux, depuis le début, semble être celui qui porte un peu plus entre les deux, qui a l'air d'avoir le plus fort caractère, et c'est lui qui se retrouve avec le sabre, et c'est lui qui a été torturé. Tandis que l'autre a été mis de côté pour le moment, et il est un peu mis en retrait pour l'instant sur
à quoi il va servir, mais c'est clairement les deux frères qui vont soit combattre ensemble, soit l'un des deux qui va se faire tuer, et du coup il y a un autre qui va prendre la relève. Je sais pas trop comment ça va se dérouler sur la suite, mais ouais, j'ai bien aimé ma lecture, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie d'en lire plus, ça m'a piégé très clairement, et je sais plus combien c'est de tomes cette série, il me semble avoir vu un 27 tomes quelque part, je suis vraiment pas certain de ce que je dis, donc je pense que je me rajouterai en vignette sous la vidéo à ce moment-là. On reste chez Panini avec les tomes 3 et 4 de 20th Century Boy. Vous savez que j'adore Urasawa et j'ai vraiment pas été déçu de ma lecture de ces tomes. Je vais essayer de vous résumer au mieux parce que là en fait il y a 4 volumes et j'ai pas envie non plus d'y passer des heures et j'ai pas non plus surtout envie de trop en dire. Pour moi c'est des œuvres qui doivent être lues très clairement, donc je vais essayer de faire le plus raccourci possible pour... je vais vous donner comment avance l'histoire mais en esquivant les points clés. Alors du coup dans ces tomes qu'est-ce qui va se passer? Et du coup l'oncle Kenji, l'oncle Kenji, j'appelle comme ça parce que maintenant il est tout le temps appelé comme ça dans les tomes suivants, mais Kenji a disparu. Voilà, donc pour l'instant, pour tout le monde, il est mort, et du coup on apprend comment. Dans ces histoires-là, c'est comment est-ce qu'il est mort. Après, on le voit pas mourir, donc est-ce qu'il est vraiment mort, est-ce qu'il est pas mort? C'est une sorte de faux spoil, parce que même moi je sais pas, pour la suite en tout cas de l'histoire, parce que même avec le tome 5 qui est juste là, que j'ai déjà lu, mais qui sera pour une prochaine lecture du mois, et on ne le sait toujours pas. Donc pour l'instant, voilà, je vous le mets dans le truc, vous apprendrez dans quelles circonstances, en tout cas c'est entre se battant contre Ami, parce qu'ils se retrouvent contre lui, ils essayent de déjouer l'attaque de l'an 2000, et du coup ils échouent. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup ils échouent, et du coup on passe à la suite. C'est quelque chose qui m'avait paru bizarre, parce que dans les tomes 1, 2, 3, ça avançait vachement vite en fait. Enfin, quand je dis 1, 2, 3, c'est 1, 2 et le début de ça, c'est avancé super vite. Donc c'était pas possible que ça se finisse aussi rapidement, parce qu'on approchait trop vite de la date limite de la fin du monde. Et voilà, c'est pour ça, parce qu'en fait il y a une suite après. Tout simplement, c'est parce qu'ils ont pas réussi et que finalement, Ami a gagné. Donc c'est bien un méchant qui gagne, et puis finalement on voit les conséquences des actes de ce que ça fait. J'ai l'impression de me retrouver un petit peu dans ce qu'a fait un petit peu la gloire d'Avengers, c'est-à-dire que hop, l'humanité est dégagée, claquement de doigts en plus avec, est dégagée, et on voit les conséquences que ça a fait sur plusieurs actes. Bon après, est-ce que ce sera comme Avengers où du coup ça servira pas à grand chose, que tout le monde va revenir quand même, donc les conséquences ça aurait été une vie un peu triste pendant 5 ou 10 ans. Ouais, c'est un autre débat. Donc qu'est-ce qui se passe là? Du coup il y a la petite fille, la Kana, sa nièce, qui du coup devient une adolescente, et est toujours présente et veut se battre, veut trouver Kenji, veut en apprendre plus sur ses amis qui ont disparu, qui sont potentiellement peut-être morts et tout. Et ça qu'on en apprend, on redécouvre pas tout le monde, on découvre 2 principaux, on découvre un qui est en prison et qui arrive à s'échapper avec l'aide de quelqu'un. Il y en a un autre qui du coup dirige dans un endroit secret tout plein d'opérations, alors que lui-même se sent pas apte de faire ça. Et on découvre une nouvelle protagoniste qui du coup il se servent un peu d'elle parce que en fait Ami elle en a plus ou moins rien à carrer, sauf que on est dans un monde où du coup tout le monde doit aimer Ami parce que c'est lui le sauveur du monde en fait. Ah oui, je vous l'ai pas dit, mais Kenji et son groupe qui ont essayé de sauver le monde, ils sont passés pour du coup les méchants parce que du coup Ami a gagné, donc il a pu faire en mode ouais c'est des bâtards. Et Ami visiblement est mort aussi. Bon alors oui, non, peut-être, c'est quand même vachement chelou, hein. Les 2 principaux, c'est-à-dire Ami et Kenji, qu'on suit depuis le début là, et puis que Ami, voilà, les 2 sont morts, mais c'est pas grave, hein, on continue quand même à respecter Ami, à continuer à faire ses solutions, machin, il y a toujours des ordres qui sont donnés, et c'est un peu chelou, il y a même des parcs d'attractions et tout pour un peu laver le cerveau, non mais tout va bien. C'est normal, il n'y a pas de souci. Et on continue d'avancer dans ce sens-là, et du coup, comme je disais, la lycéenne du coup qui se retrouve dans un des parcs justement de Ami pour se faire laver le cerveau, et du coup tombe sur un des amis qui est du coup de Kenji, qui du coup s'occupe, comme je vous avais dit, de la base militaire secrète. J'appelle comme ça, mais c'est pas du tout une base militaire, mais c'est vraiment un endroit par contre secret qui est pas connu forcément du groupe de Ami et tout, et qui dirige les opérations derrière pour essayer de trouver une solution pour sauver tout le monde de ce pétrin quoi. Et en fait, il y a un moment, du coup, on se retrouve dans le passé de Kenji, tout ça. Donc, on continue toujours ces flashbacks, passé, présent, pour en apprendre plus sur leur personnalité, sur comment ils évoluaient. Et je peux vous dire vraiment que c'est ouf parce que c'est pas un manga qui avance à une vitesse folle, mais il arrive à vous agripper et vous êtes dedans et vous le lisez. Moi, ce genre de manga, habituellement, je l'ai fait en 2-3 fois parce que souvent j'ai plein de choses à faire à côté, je fais pas que lire, malheureusement. C'est vrai que j'aimerais bien lire encore plus, mais dites que le tome 5, par exemple, que j'ai ouvert, je l'ai lu d'une traite. Je l'ai ouvert, je l'ai fermé. Et c'est pas souvent que je fais ça avec des mangas qui sont aussi volumineux, avec des mangas simples. Ok, mais avec des mangas aussi volumineux, il y a souvent quelque chose qui fait que je dois m'arrêter. Un appel, quelque chose à faire, je me rends compte de l'heure, faut que je fasse autre chose. Enfin, faut que j'avance dans ma soirée et je peux pas
toujours rester aussi concentré sur un bouquin. Et bah, je peux vous dire que cela, pour me décrocher, faut y aller quand même. Enfin bref. Lisez 20th Century Boy, c'est vraiment génial. Du coup, on va passer chez l'éditeur Kana maintenant avec Shaman King. Donc là, c'est le tome 4. J'ai un petit peu de retard, hein, comme je l'avais dit. J'ai eu le tome 5 maintenant, mais je peux pas vous en parler maintenant parce que c'est sur ma lecture du coup de février. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien? J'ai pas trouvé grand chose de négatif justement dans ce manga-là parce que quelque chose où je me suis dit, ouais non, ça va pas être ouf parce que on est sur du tournoi. Ils apprennent sur le tas, ils progressent sur le tas. Si c'est ça jusqu'à la fin, ça va pas être ouf. Ah bah, le manga, il m'a répondu directement avec une claque dans la gueule. Il m'a dit, oh, je fais pas que du tournoi, mon gars. Je fais d'autres choses aussi dans la vie. Et effectivement, et ça c'était très cool parce que du coup on a eu le dernier combat en fait de qualification et ensuite on a eu du coup bah le fait que les deux qui s'aiment pas là donc et moi je suis toujours très bon en nom du coup vous le savez. Je vais vous retrouver les noms mais du coup Yo. Bah si c'était ça, c'était Ren Tao. Voilà donc Ren Tao et Yo Asakura. Donc Asakura et Tao, ça va être plus simple. Donc Asakura et Tao qui sont ennemis deviennent du coup potentiellement un petit peu amis quoi. C'est ces faux adversaires qui finissent par s'apprécier en fait avec le méchant qui se rend compte en fait que c'est lui qui est méchant et qu'il n'a pas eu le choix toute sa vie. Du coup, il s'en va défier son père. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool parce que du coup, on sort de l'aspect tournoi, on s'approche plus des personnalités, des gens et de ce qu'ils ressentent. Et du coup, bah, le groupe de Asakura va aider Ren Tao là à l'aider à défaire son père. Donc, on part totalement du tournoi. Le tournoi est fini, la qualification est terminée. Mais en attendant que le vrai tournoi reprenne, bam, on part quand même sur autre chose. Et ça, c'était très très cool parce que ça continue d'évoluer un petit peu. Et même le tome 5, là, petit avant-goût, petit teaser, était vraiment très cool aussi et j'aurais des choses à dire aussi dessus après. Et on enchaîne avec Time Shadow, les tomes 7 et 8. Et ça, c'est la série que je vous avais dit qui était vraiment très sympa en termes de retour dans le temps. Parce que du coup, le personnage principal, quand il se fait tuer, revient revient en arrière dans le temps et du coup, il revit la journée et le but, c'est de défaire les ombres qui du coup essayent de péter la ville en fait. Ça, c'est la chose qu'on voit dans le premier tome et où ils ont réussi à gagner. Et en fait, ils s'approprient le pouvoir d'une des ombres sans faire exprès. Qui du coup, eux-mêmes en fait peuvent retourner dans le temps pour réussir à gagner. Et c'est là où du coup ça commence à devenir intéressant, c'est que les deux s'en rendent compte au bout d'un moment. Ça y est, les ombres ont compris ça et du coup le côté ça commence à être plus compliqué parce que au moment où ils se disent ok, on peut à cet endroit-là précis, on sait qu'on peut faire cette action sans que ce soit trop casse-couille. Bah non, maintenant ils peuvent contrecarrer aussi les plans maintenant, donc ça devient de plus en plus compliqué. Et chose que j'ai beaucoup apprécié, surtout qui ont été mis en place dans ces deux volumes, qui va prouver que effectivement le manga va pas durer non plus 10 ans, c'est que en fait au fur et à mesure où il remonte dans le temps, il peut pas le faire indéfiniment. Parce qu'à chaque fois en fait qu'il remonte dans le temps, et il y a c'est montré un peu comme une falaise qu'il rattrape. S'il remonte trop vite dans le temps, il va tomber dans la falaise, il pourra plus revenir en fait en arrière. Il faut qu'il puisse poser les pieds au sol, donc il faut qu'il ait parcouru suffisamment de temps pour revenir en arrière. S'il meurt trop vite, le temps se dégrade beaucoup plus rapidement, il a pas le temps de reposer ses pieds au sol et il tombe de la falaise. Je sais pas si l'image a été assez claire et en même temps peut-être que je peux la trouver, mais franchement le temps que je la trouve, je pense que vous allez avoir le temps de faire autre chose. Surtout que quand on cherche une planche, comme de par hasard, on la trouve jamais rapidement. Donc voilà, donc comme ça c'est réglé. Mais les combats deviennent de plus en plus intéressants, ils sont de plus en plus calculés, ils sont vraiment très sympas. Le dessin est vraiment très très cool aussi. Enfin, il y a plein de choses qui sont vraiment bons dans ce manga. Si vous avez envie d'un thriller qui est j'arrive forcément pas à le retrouver, ça me saoule, mais ça va trop vite. Mais par exemple, j'ai envie de vous montrer une petite planche vachement cool que j'ai revue là en passant. Mais c'est vrai que ça devient de plus en plus dynamique en fait. C'est ça qui m'a plu dans le manga. Je suis désolé parce que je regarde le manga en même temps de vous parler, mais ce que je dis en reste totalement vrai par contre. Ça change pas. Mais on a des planches vraiment très très cool. Alors je vous cherche plein de j'essaie de m'arrêter sur une planche. Oh ouais. Alors déjà, hop là, on a le perso principal là qui est vraiment dessiné de manière très 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 cool. J'aime beaucoup cette tête là. Et ce que je vais vous trouver après, voilà, on voit un petit peu quand même que ça essaye de faire des choses très sympas dans ce manga. Celle-là que je cherchais parce que je sais pas pourquoi, mais elle m'avait marqué celle-ci. Alors on comprend pas trop quand on connaît pas le manga, mais c'est l'ombre, les flammes, et puis elle essaye de s'échapper en même temps de réussir. C'est un manga qui est vraiment très cool. Je pense qu'il est pas assez connu à mon goût. Je le vois pas assez souvent ressortir dans des achats ou sur des photos d'achats, pareil sur Twitter et compagnie. Et pourtant, il vaut vraiment le coup d'œil. Moi, je vous intéresse vraiment à vous y intéresser, surtout si vous aimez du seinen avec du combat, avec des vrais objectifs et qui avec du voyage dans le temps qui est
qui est correct et qui est bien maîtrisé, et c'est assez rare pour le dire. Et on enchaîne avec les histoires courtes de Naoki Urasawa, que j'ai enfin pris le temps de lire. Ça, c'était un très gros pavé que je me suis fait en plusieurs fois, parce que vu que c'est plusieurs histoires courtes, bah, c'est tranquille à faire. Là, je peux malheureusement pas vous faire un résumé, je peux juste vous faire un ressenti, parce que c'est plein d'histoires courtes. Et quand je vous dis plein, c'est plein, parce que y a un petit truc, voilà, au début, où vous avez littéralement la liste de tout ce qu'il y a. Donc il y a quand même pas mal de choses. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé surtout, c'était la petite préface au début où du coup il y a Urasawa qui parle et qui donne des petites informations sur lui. Et pareil, je crois savoir à la fin, c'était dans celui-là ou pas? Je sais plus, parce que j'en ai... Oui, si, à la fin, il y a aussi une interview, et qui est très sympa pour en apprendre plus sur l'auteur, cette fois, vraiment juste l'auteur. Au niveau de ses œuvres, il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. Ce qui est sympa, surtout, c'est qu'il y a plusieurs histoires courtes qui se suivent, et c'est des choses qu'il avait fait il y a un bon moment, parce que c'est des choses qu'il avait pu faire avant Yawara et tout, donc on comprend un petit peu ses petits débuts et tout. Je dirais que si vous aimez Urasawa, ouais, allez-y, parce que vous allez vous y retrouver, et vous allez apprécier découvrir des nouvelles choses. Si vous connaissez pas trop Urasawa ou son univers, je vous conseille pas du tout de commencer par ça, parce que là, vous allez vous y perdre en fait. Vous allez vous retrouver avec plein d'histoires courtes, vous allez pas comprendre l'intérêt forcément. Il y a des bonnes histoires courtes dedans en plus, hein, qui sont vraiment sympas, drôles et tout, même plusieurs histoires courtes qui se suivent, donc très sympa. Pour autant, je pense vraiment que ça se réserve aux gens qui aiment le mangaka. Si vous avez lu, je sais pas, on va dire au moins 2 de ces mangas, et pas forcément les plus connus, mais je pense que ceux qui sont les plus connus aujourd'hui, ça doit être Monster et Billy Bat. J'ai l'impression que c'est ceux qui reviennent le plus quand on parle aux gens. Et en 3e position, c'est 20th, parce que 20th revient très souvent aussi. Mais j'ai l'impression que Billy Bat a beaucoup marqué les esprits quand même, et Monster revient tout le temps, mais je pense que c'est surtout à cause de l'anime. Mais les 3 là que je vous ai dit, du coup, c'est vraiment ceux qui ressortent, mais tout le temps. Bah ouais, si vraiment vous avez kiffé ça et que ça vous a donné envie de découvrir d'autres choses de l'auteur, à ce moment-là, allez-y. Sinon, laissez-le de côté et attendez d'en connaître plus sur l'auteur, et là vous allez vraiment kiffer votre lecture. Et on va terminer encore avec du Urasawa, avec Yawara. Donc pas mal de Urasawa en ce moment, hein, vous avez vu là les 20s, histoire courte, et le Yawara. Donc qu'est-ce que j'ai à dire sur Yawara? C'est que c'est un très bon manga. Moi j'aime toujours les petites planches couleurs là qui font super plaisir, et surtout c'est l'avancée du manga m'a surpris. Je pensais pas, ouais, moi j'aime bien les couleurs très fines, très pastel. Ça, vous voyez, c'est à peine perceptible, enfin c'est perceptible de ouf, mais c'est pas agressif. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Du coup, pour reprendre, je pensais pas que ça avancerait autant. Dans le sens, elle veut pas faire de judo, ça c'est clair et net. Pourtant, on le sait qu'elle va en faire. Voilà. Et c'est un personnage du coup qui sans le savoir adore ça. C'est juste ça. Faut qu'elle ait le déclic à un moment. Et elle a fait croire à tout le monde qu'elle allait faire son tournoi. Et en fait, elle voulait le perdre. Elle voulait faire exprès de le perdre. Et elle est comme ça, elle se fait chier pendant le combat. Genre, mais comment on peut être aussi mauvais et tout? Et sans faire exprès, elle donne un coup. Et en fait, ça la fout KO instant. Je veux dire, elle a gagné. Et ça la fout dans la barre. Parce qu'en fait, sans faire exprès, elle fait un coup parfait. Et les experts du judo qui sont dans la salle s'en rendent compte. Ils font, wow, putain, elle a un talent de ouf. Et ceux qui connaissent pas trop, c'est ah merde, elle a pas fait exprès, elle a quand même réussi à battre, elle a eu de la chance, machin. Ouais, enfin pour soulever quelqu'un qui est 5 fois plus corpulent que toi et qui a des années d'expérience dans le judo, faut y aller. Il faut connaître les mouvements, faut savoir comment renverser l'adversaire par rapport à sa taille, à son poids, à sa force, faut savoir pouvoir la renverser contre lui, quoi. Et là, clairement, c'est de l'abus de penser ça, quoi. Et ça a continué à avancer aussi sur la relation avec le connard et que j'apprécie pas du tout, qui est le coach de la meuf qui a réussi absolument tout ce qu'elle veut dans sa vie, sauf du coup à battre Yawara. Et Yawara qui, elle ne veut rien aussi opère sortir avec le connard et qui voit pas qu'il y a l'autre gentil qui est là. C'est dommage. C'est toujours comme ça, j'ai l'impression. Bon, ça va sûrement se faire au fur et à mesure des volumes. Donc ça mélange un peu de romance et du coup de shonen combat. Et je m'étais fait la réflexion justement que à l'époque, en fait, ils aimaient bien ça, le principe du personnage qui était excellent dans son domaine, mais qui n'arrivait pas à l'apprécier ou à se rendre compte qu'il aime ça. Dernièrement, dans les trucs que je suis en train de repenser, que faut vraiment que je me fasse les mangas très rapidement parce que ça a commencé à être compliqué, et que je me suis revu l'anime du coup pour l'occasion, c'était Initial D. Ça m'a frappé parce que c'est sur la même époque. Et ouais, le mec, il déteste pas conduire, mais il s'en fout de conduire. Les gens ils voient qu'il est exceptionnel, et lui en mode ah bon, vous aimez bien ça conduire vous? Ok. Et là c'est pareil avec elle, c'est genre ouais non mais moi je veux pas faire de judo, moi je veux faire ci et ça, alors qu'elle est excellente et c'est dommage de pas en profiter. Après voilà, tout le monde a ses goûts, mais elle va se rendre compte au fur et à mesure. De toute façon c'est sûr qu'elle va aimer ça. J'ai hâte de voir la progression du personnage, comment ça va se faire, et j'espère que vous allez suivre ça aussi, parce que c'est pas souvent que les éditeurs ils se permettent de sortir des œuvres aussi vieilles. On sait que là ils prennent un risque, enfin Kana prend un risque avec ce format et en sortant du très vieux manga qui est très connu au Japon et qui est vraiment apprécié. Pour autant,
ouais, c'est un risque parce que tout le monde n'aime pas forcément Urasawa. Ils le sortent clairement pour Urasawa et le dessin effectivement peut rebuter certaines personnes qui est étonnamment d'époque, mais étonnamment actuel par rapport au dessin d'Urasawa. Donc si vous connaissez déjà Urasawa, en lisant ça, vous n'êtes vraiment pas dépaysé. Vous savez bien, maintenant, je suis clairement pas objectif sur Urasawa, je vais vous dire de lire Yawara, je vous donne plein d'exemples qui font que oui, lisez Yawara, mais ça, je peux que vous laisser décider de vous-même avec ce que vous ressentez quand je vous en parle et ce que je vous montre, à l'écran quand je les achète. Et voilà, les 2 vidéos sont donc terminé. J'espère qu'elles vous auront plu. En tout cas, n'hésitez pas à me donner un retour. Peut-être que du coup, vous allez avoir préféré le format d'avant où j'en dis beaucoup moins et non pas ce format-là. N'hésitez pas. Voilà, moi, ça m'aide en fait les commentaires, que ce soit positif ou négatif. Juste, si c'est un peu argumenté, ça me permet de voir les points forts et les points faibles de ce format et du coup de l'améliorer. Sur le long terme, on a carrément le temps tous ensemble pour faire les choses de la manière la plus parfaite possible. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, à liker ou à partager la vidéo et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite. Salut!